Bonjour, c'est aujourd'hui la suite du cours sur la justice à partir de l'Orestie d'Échille. Évidemment, il faut avoir vu la première vidéo pour bien comprendre celle-là. Alors dans le dernier épisode, on avait vu les deux premiers livres de l'Orestie. Finalement, Oreste, qui avait tué sa maman, est poursuivi par des déesses, les Érénies, les déesses de la vengeance, qui justifient leurs gestes par la bonne vieille loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais d'un autre côté, on a Apollon, le dieu viril, le dieu des hommes, qui lui avait poussé Oreste à tuer sa mère, et qui finalement, au début du dernier livre qu'on va étudier, l'accueille chez lui, dans sa ville sacrée, son temple. Il le protège contre les Érénies, il le purifie, il lui verse le sang d'un pourceau que vous pouvez voir à droite sur la petite image qui est là, et il lui dit d'aller voir Athéna. Athéna, c'est une déesse sage, une déesse très puissante aussi, pour voir un peu ce qui va se passer, et puis pour un peu mettre les choses au point. Alors, première chose à voir, c'est que ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas affaire à un truc manichéen. Manichéen, ça veut dire le bien contre le mal. Si dans la vie, tous les problèmes de justice c'était un grand méchant contre un grand gentil, ben en fait, il n'y aurait pas de problème de justice. Alors justement, là, c'est pas ça du tout. On a affaire à deux visions de la justice, deux personnes qui, dans le texte, n'arrêtent pas de dire à l'autre, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis la justice, c'est toi qui as tort, c'est toi qui es l'injustice. Alors, première vision, celle des Érénies. Les Érénies, comme on l'a dit, elles invoquent la loi du talion, qui est au départ une forme de vision de justice. Je vous l'ai déjà dit, elle est sur la notion de proportionnalité. On doit se débrouiller pour donner aux gens ce qui correspond proportionnellement à ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, si on réfléchit, ça marche aussi pour le bien. Si jamais j'ai fait un bon travail, je mérite une note proportionnelle. C'est ça la justice. Bon. Alors les Érénies, elles ajoutent à ça un petit côté plus précis, c'est que il faut tuer celui qui a tué sa mère parce qu'il est coupable de parricide. Bon, un parricide, même si le mot vient du côté père, masculin, c'est le fait de tuer un de ses parents. Alors tuer un de ses parents, c'est très atroce pour les Grecs, j'imagine que pour nous aussi. Mais de l'autre côté, on n'a pas un grand gentil ou un grand méchant non plus, on a Apollon. Et Apollon aussi, lui, arrête pas de dire aux autres, c'est vous les filles injustes, les Érénies sont plutôt féminines. Et en fait, moi aussi, je suis là pour venger et finalement donner aux coupables ce qu'ils méritent. Simplement, son argument à lui, c'est de dire que c'est vraiment pire de tuer le mari que de tuer sa mère. Surtout que le mari en question, c'est là qu'il faut se rappeler du début, le mari c'est Agamemnon, c'est le vainqueur de la bataille de Troie. Alors que Clytemnestre, c'est quoi? C'est une fille, c'est pas grand-chose du point de vue d'Apollon, et peut-être aussi du point de vue des Grecs de l'époque. Alors voilà les deux visions qui s'affrontent. Maintenant qu'on a posé les termes philosophiques du débat, faut essayer d'analyser un petit peu ça. Donc on est dans une société, imaginons, et puis il y a un dieu et des déesses qui s'affrontent. Alors c'est quoi le problème? Et puis d'abord, est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il y en a deux? D'abord, d'un côté, il y a un problème d'ordre social. Où est-ce que ça va s'arrêter? C'est le problème qu'on associe souvent à la notion de vendetta. La vendetta, c'est ce système de justice dans le monde méditerranéen qui veut que la victime soit vengée par un membre de sa famille, même super éloigné. Et d'ailleurs, cette vengeance, elle peut s'accomplir, on va dire, même contre un membre super éloigné du coupable. Donc, ça aboutit à des générations de gens qui vengent, ils savent plus pourquoi ni comment. Bon. Donc ça, c'est un problème d'ordre. Déjà, de toute façon, dans une société, quand ça marche comme ça va être le bordel. Mais les gens ne sont pas intéressés simplement par l'ordre, par pouvoir traverser la rue sans se faire écraser, ou pouvoir aller dans la ville sans se faire agresser. Enfin, moi je crois, et visiblement les Grecs, pareil que moi, se disent qu'il y a aussi une question de justice. Il n'y a pas juste obéir à un ordre comme ça, il y a aussi la question de la justice de cet ordre. Bon. Donc on a affaire à deux problèmes. Et évidemment, toute la question de l'Orestie, c'est de savoir comment est-ce qu'on va les résoudre. Et puis d'abord, est-ce qu'on peut résoudre les deux à la fois? La solution d'Athéna, c'est de créer le premier tribunal dans l'histoire, en tout cas d'après la mythologie grecque, l'Aréopage, sur une colline d'Athènes. Or, un tribunal, c'est quoi ici? Un tribunal, ce sont des personnes, plusieurs centaines, pour le vrai Aréopage, choisies pour leur qualité, des citoyens bien sûr, ici des citoyens qui sont censés être les meilleurs, qui se réunissent, qui vont suivre des règles bien précises, et puis qu'à la fin qui vont voter pour dire
un tel est coupable, un tel n'est pas coupable. Super, allez-vous dire, c'est-à-dire que c'est déjà vu, c'est déjà fait le coup du tribunal. Et puis même, allons plus loin, est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait depuis la nuit des temps de résoudre les problèmes de justice grâce à des tribunaux? En fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout du tout. Il y a toujours eu plein d'autres façons de rétablir l'ordre, de rétablir la justice. Des fois l'un, des fois l'autre, et on espère parfois les deux. La première des façons, elle peut paraître toute bête, mais c'est pas du tout la même chose, c'est le fait d'instituer des arbitres. Alors, un arbitre, c'est quelqu'un qui a toute autorité pour décider. Son autorité, elle peut venir de la force, elle peut venir aussi du fait que les gens le reconnaissent, elle peut venir enfin du respect de la loi, et ces trois facteurs peuvent se mélanger. Un arbitre, c'est pas forcément quelqu'un d'injuste, hein. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la situation, au coupable, à la victime, à comment ça s'est passé, et tout, et tout. Mais un arbitre, surtout, c'est quelqu'un qui doit trancher. Et du coup, un arbitre, ça peut aussi être quelqu'un qui simplement se contente de dire stop, fini la récréation, fini le jeu, fini la faute, maintenant on fait comme ça, et c'est moi qui le dis. Alors, le problème de l'arbitre, on le connaît tous, c'est celui, par exemple, des décisions qui ont été prises par nos parents quand on se disputait avec notre petit frère, notre petite sœur. C'est quoi? C'est le moment où les parents n'en ont plus rien à faire de savoir qui c'est qui avait fait quoi. Ils se disent juste, écoute, toi tu rentres ta chambre, là tu rentres ta chambre, et puis c'est fini. Ça, c'est une décision d'arbitre. C'est une décision de quelqu'un qui décide de rétablir l'ordre à un moment donné. Bon, on l'accepte. Le risque, on le comprend tous, c'est que ce soit une décision qu'on appelle arbitraire. L'arbitraire, en effet, c'est ce qui dépend uniquement, seulement, du fait que c'est une décision individuelle. C'est donc aussi l'arbitraire quelque chose qui n'est pas appuyé, qui n'est pas fondé sur une raison que tout le monde pourrait reconnaître. Reprenons l'exemple des disputes petit frère, petite sœur. J'avais quand même un profond sentiment d'injustice quand ma mère ou mon père me disaient « j'ai pas envie de savoir, rentre dans ta chambre et puis arrêtez de vous disputer ». Bon, ça, c'était le sentiment que crée l'arbitraire. Alors, toutes les décisions d'arbitre sont pas arbitraires, mais l'arbitre, c'est celui qui peut, à chaque instant, le devenir, parce qu'il n'a pas forcément à justifier sa décision. Et ça, vous voyez, ça existe souvent, et ça existe encore, bien évidemment. Deuxième possibilité, je l'ai mise parce qu'elle a été un peu remise à la mode avec Game of Thrones, quand Tyrion, par 2 fois dans l'histoire, accepte une ordalie. Une ordalie, c'est une épreuve tout simplement qui fait qu'on délègue au sort, au hasard, ou au dieu quand on y croit, le plus souvent, de désigner le coupable. Voilà, par une épreuve physique, donc par exemple un duel judiciaire, je me bats contre celui qui m'a offensé, ou alors, comme dans Game of Thrones, je donne un champion qui va se battre contre le champion de mon adversaire, ou bien par des mises à l'épreuve physique. Il faut tenir, un peu comme dans Koh-Lanta, la dernière épreuve, le plus longtemps possible, et si jamais tu tiens un jour, t'es coupable, si tu tiens pas 2 jours, t'es pas coupable. Ou bien on jetait parfois les gens dans l'eau, sachant qu'à l'époque les gens ne savaient pas trop souvent nager au Moyen-Âge, et s'il s'en sort, c'est pas une sorcière, etc. etc. Bref, l'ordalie, c'est le fait de déléguer le jugement à quelque chose qui n'est plus humain. Alors bon, évidemment, hein, j'ai pas de preuves sur l'existence ou la non-existence de Dieu, mais pour moi, c'est une façon qui est tout de même, on va dire, assez douteuse, assez peu fiable. Et puis surtout, ce que ça pose comme problème, c'est que même si on connaît le résultat à la fin, on se demandera toujours, mais comment est-ce que je peux être certain que c'est ça la justice, que c'est lui le coupable et pas l'autre? Voilà la grosse difficulté de l'ordalie. Qu'est-ce que c'est alors, plus précisément, les avantages du tribunal? On peut en faire une liste assez précise, qui correspondent à chaque fois à des passages du texte. Premier élément, rappelez-vous l'exemple de quand on était embêté par nos parents qui nous balançaient sans vouloir nous écouter, c'est qu'on a affaire dans le tribunal à une véritable recherche de la vérité. Bon, dans l'ordalie, dans l'arbitraire, c'est pas évident. Deuxièmement, et c'est vachement lié au premier point, dans le tribunal, il y a un effort véritable pour entendre les parties. Et là, c'est un peu plus profond parce qu'on se rend compte que dans la justice, et surtout dans le sentiment d'injustice, il y a un petit mélange avec cette idée qu'on n'a pas été entendu, qu'on n'a pas été écouté. Ça semblerait assez bizarre de parler de justice sans qu'on ait eu l'occasion de défendre son point de vue. Tribunal, par définition, il est là, dans l'Orestie, pour écouter les deux points de vue. D'ailleurs, Oreste est entendu Apollon.
est entendu, les Érénies sont entendus par les juges et par Athéna. Troisième point, ça c'est une notion très très importante que les gens oublient parfois, c'est l'existence de règles de procédure. Alors ça c'est pas un terme grec, mais ça s'appelle aujourd'hui la sécurité juridique. Qu'est-ce que c'est la sécurité juridique? C'est le fait qu'il y ait tout simplement des règles. Dans la vie, il y a des règles qui sont pas forcément super cool, mais le pire du pire, c'est qu'en fait, c'est quand on est soumis au fait qu'il n'y en ait pas des règles. C'est-à-dire que vous ne savez même pas quelles règles on va utiliser pour vous juger. Alors même si jamais les règles, elles ne sont pas forcément dans votre avantage, au moins, le fait qu'il y en ait, ça fait que vous pouvez en prendre connaissance avant et vous pouvez commencer un peu à réfléchir à ce qui va vous arriver. Vous pouvez aussi, par conséquent, réfléchir un peu à ce qui est votre intérêt, à ce que vous devriez faire. Et bien là, pareil, c'est dans le tribunal que ça existe tout ça. Dans une ordalie, c'est les règles du combat, c'est les règles de la résistance, c'est le hasard, on est plus ou moins fatigué. Dans l'arbitre, une des grandes difficultés, à mon avis, du travail d'être arbitre, c'est de ne pas être le jouet de ses propres émotions. Et moi, quand je suis face à l'arbitre, je me dis, bah, putain, s'il est énervé, je vais en prendre plein la figure. Ben, au contraire, au tribunal, il y a des règles. Peut-être pas des règles parfaites, sans doute jamais des règles parfaites, mais des règles que je peux connaître. Bon, ben Athéna, elle a posé des règles, elle a dit, il y aura X centaines de juges, ils vont être choisis parmi les Athéniens, ils vont devoir écouter tout le monde, ils vont devoir voter. Elle invente une autre règle d'ailleurs très intéressante, elle dit qu'elle va voter elle aussi, et que sa voix, si jamais il y a égalité, emportera la décision. Bon, tout ça, ça crée de la sécurité juridique. Enfin, c'est ça qui nous intéresse, dans un tribunal, il y a forcément un débat sur la justice, sur les règles qu'on va appliquer, sur leur signification, sur leur valeur. Voilà ce qui fait l'intérêt des hominides. On discute pour savoir si véritablement tuer sa mère, qui elle-même avait tué son père, c'est grave, s'il y en a un qui est pire que l'autre, ou non, etc. etc. Alors, ces quatre atouts, ils ont un prix très simple, très clair, c'est que ça n'existe qu'à condition que chaque individu ait renoncé à son droit personnel à exercer la violence. Il y a de procès que parce que au départ, Oreste a dit « Ok, moi, je laisse tomber mon cas, je le donne à Apollon, à Athéna. » C'est pareil pour les Érénies. Si jamais elles n'avaient pas dit au début « Ok, d'accord, c'est nous qui allons, on écoute Athéna », il n'y aurait pas de procès. D'ailleurs, si on réfléchit, il faut aussi que ça continue après le procès, parce que sans ça, c'est comme si ça avait servi à rien. Alors qui est le gagnant? Maintenant qu'on sait qu'Oreste a la chance d'être jugé par un tribunal et d'échapper à une décision simplement arbitrale ou à quelque chose d'aussi saugrenu qu'une ordalie. C'est lui, Oreste, qui va l'emporter. Il ne l'emporte pas facilement parce que les juges votent à 50-50. 50% pensent qu'il est coupable, 50% pensent qu'il est innocent. Mais parmi ceux qui pensent qu'il est innocent, il y a Athéna. Et elle avait dit, au préalable, que si jamais il y avait égalité, c'était son vote à elle qui l'emporterait. C'était ça la sécurité juridique. Oreste savait que si égalité il y avait, il serait sauvé. Alors cette égalité, il faut la comprendre de différentes façons, mais la première, c'est déjà de se demander pourquoi Oreste a été ainsi innocenté. C'est qu'en gros, il y a pas mal de gens, la moitié plus Athéna, qui ont décidé que la théorie d'Apollon était la bonne. Alors la théorie d'Apollon, elle est assez originale, on va dire. C'est une théorie biologique sexiste qui veut qu'en réalité la femme ne soit pas du sang de ses enfants. Alors ça nous paraît bien sûr étrange. Est-ce que ça paraissait étrange aux Grecs? C'est plus discutable. Mais la théorie d'Apollon, c'est qu'en fait, une femme, c'est quelqu'un qui reçoit la semence, qui reçoit le sang de l'homme, qui le conserve, qui le travaille, qui l'élabore jusqu'à ce que ça se transforme en un bel enfant, mais elle ne transmet rien de biologiquement personnel. En d'autres termes, elle ne donne pas son sang de femme à l'enfant. Bon, c'est une vision profondément sexiste, mais c'est celle qui convainc la moitié des hommes, plus Athéna, de voter pour Oreste. Athéna d'ailleurs vote pour ça parce qu'elles ne sont pas du tout concernées par le rôle des femmes. C'est une déesse dont la naissance en plus l'a toujours mise du côté des hommes. Elle-même n'est pas née d'une déesse femme. Mais Oreste n'est pas le seul vainqueur, ni Apollon d'ailleurs. Toute la fin du texte se passe à ce que Athéna essaie de convaincre les Érénies de tenir leur parole. Les Érénies ont beaucoup de mal, elles n'aiment pas la décision d'Athéna. Elles râlent. Elles disent que finalement elles vont foutre le bordel, elles vont tout péter dans la région d'Athènes. Et Athéna, sans la menacer, ça c'est assez intéressant, sans les menacer, Athéna n'arrête pas de leur dire « Mais non, vous pouvez être gagnante aussi, vous pouvez prouver votre respect des dieux, et je vais vous récompenser. Vous allez devenir les déesses bienveillantes et joyeuses
d'Athènes. Vous aiderez les Athéniens vous rendront grâce, et c'est ainsi que tout le monde sera gagnant. Ce que cette histoire exprime, c'est que un procès bien mené, une justice bien organisée, en fait, elle devrait arriver à ne produire que des vainqueurs, et pas des vainqueurs et des perdants. Et c'est ce qu'il va falloir expliquer un petit peu pour montrer la signification politique de tout ça.